vous êtes venus vous enfermer dans une salle obscure pour qu'on discute ensemble de tout ce qui est en train de secouer notre société et de la transformer. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, puis qu'on vous fasse passer le micro pour discuter, moi je voudrais vraiment remercier Vincent, Chantal, Jérémy de la salle de cinéma, tous ceux qui œuvrent autour et dont je ne connais pas forcément le nom, mais je sais qu'ils sont là, parce que le collectif autour de Valréas, Grignan, pour moi est un des plus beaux que je connaisse. Il y a tellement de choses qui se passent chez vous que c'est très rassurant. Ça donne beaucoup d'espoir, ça donne beaucoup de joie. Et quand je viens ici, je reviens pour la 3e fois, je suis nourri à chaque fois de nouvelles initiatives, que ce soit avec la June, avec des initiatives d'ateliers autour de la santé qui sont faites une fois par mois. Que ce soit Léo Dubois, que je vois grandir petit à petit, qui était un jeune homme, et maintenant qui est un beau jeune homme plein d'avenir, dont le Covid est venu télescoper la vie pour qu'il travaille sur la protéine spike, qu'il fasse un livre, qu'il fasse des conférences un peu partout. Et il vient de chez vous, donc bonjour Léo qui est derrière vous. Hein. Et j'oublie encore plein d'autres choses de tout ce qui se passe chez vous. Depuis les panneaux photovoltaïques installés chez Chantal, en passant par les ateliers bouture et graines. Bref, je trouve ça vraiment merveilleux. Et très porteur d'espoir dans ce moment où toute l'actualité continue à nous asséner comme un tapis de bombe, au fond une sorte de lâcher prise et de laisser aller. Et je vois beaucoup de gens dans la société standard qui sont comme dans un syndrome de glissement des personnes âgées. Vous avez peut-être déjà vu ça chez des gens de votre famille qui sont dans des EHPAD ou des homes de personnes âgées et qui se laissent aller. On appelle ça le syndrome de glissement. On ne croit plus à rien. Et la vie n'a plus aucun sens. Et puis bon, allez, je peux bien mourir maintenant ou demain, ou on s'en fout maintenant. Et je vois des gens de 40 ans, 25 ans parfois, qui sont dans ce syndrome de glissement. Puis ils reçoivent c'est la guerre, on va tous mourir, tous les jours comme ça. Et je me dis, mais comment ils font pour survivre encore? Alors, moi, je pense qu'ils souffrent énormément. Ouais. Et donc, j'ai cette chance de pouvoir venir vous voir et de me recharger d'énergie, et puis de voir le film de Christophe, et de me dire, tiens, il y a de la nature, de la beauté, un temps d'introspection, une vraie réflexion de fond sur ce qu'on est en train de vivre, qui est un énorme chaos qui vient tout foutre en l'air de ce qu'on pensait être la réalité. Donc voilà, merci à vous tous. Alors, oh là, c'est fort. On va pouvoir passer aux questions. J'en profite juste pour rebondir sur ce que Louis disait à propos des initiatives dans la région. Il y en a 2 que je voulais mentionner. Ça marche bien pour la G-Boutique à la Bégude. Donc à la Bégude de 25, il y a tous les samedis à la G-Boutique où il y a moyen d'acheter des denrées alimentaires bio, une partie en euros, une partie en June, ainsi que des livres, des vêtements. Et donc je vous invite vraiment à aller voir, c'est un très chouette endroit. À midi, on peut manger en collectif, chacun apporte quelque chose, il y a toujours une très chouette ambiance. Et donc la fois passée, je vous ai aussi parlé du cercle des thérapeutes. Et donc il a évolué, et on organise, comme Louis le mentionnait, maintenant environ une fois par mois, des ateliers sur la santé pour se réapproprier notre santé et pour apprendre à gérer soi-même sa santé. Donc il y a plein de disciplines qui sont partagées. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à me demander ou à demander à Chantal, et on prendra vos coordonnées pour vous envoyer les informations. Donc maintenant pour le débat, les questions. Donc vous levez votre main, je vous donne le micro. Une question par personne, et quand vous avez fini, vous me rendez le micro. Voilà. Je vous remercie. Même si vous avez très faim, vous ne le mangez pas. Et on va essayer de, quand vos ventres gargouillent trop fort, on arrêtera le débat pour aller manger tranquillement. C'est ça, on se donne combien de temps à peu près? Oui, alors on avait dit jusqu'une heure, il est 12h30, on peut peut-être dépasser un peu parce qu'on a tout été un peu décalé. Alors la première question est toujours la plus dure, hein. Qui va se lancer? Ah voilà, c'est là, derrière.
j'ai bien aimé votre... je suis un peu timide, mais je vais y arriver. Sur le passage du diagnostic offert à un cancéreux, j'ai bien aimé que vous parliez qu'il faut amener en douceur la chose. Du coup, là, on parle de l'idéologie, voilà. Et comment est-ce que vous avez des conseils pour propager justement ça en douceur? Par exemple, je pense à ma famille, j'ai essayé de rentrer frontalement, ça n'a pas marché. Hein. Voilà. Alors, bien évidemment, ce qui me vient, c'est immédiatement l'amour. Vous dites que frontalement, ça n'a pas marché. Ben ouais, parce qu'on est dans une disruption cognitive et c'est toujours un choc. Et il me semble que c'est Louis qui, dans le film, rappelait c'est pas tout de suite. C'est un réflexe de médecin, surtout un réanimateur anesthésiste en particulier. Pas tout de suite, et ben là aussi, c'est un peu comme le goutte à goutte. Et au lieu de prendre une direction dans une tentative de convaincre l'autre du bien fondé de votre position, chacun va essayer de se battre avec ses propres référents, sa propre notion de réalité, et les personnes de votre famille ont toutes les raisons d'avoir ces positions-là. Et c'est même pas la peine d'argumenter, puisqu'elles sont dans leur réalité. Donc il est très difficile, avec leur construction mentale, avec leurs valeurs, d'opposer les vôtres. Et effectivement, ça ne mène à rien. En revanche, et j'insiste, la parole du cœur, elle, non seulement elle parvient à envelopper ou à agglomérer l'autre, mais il ne peut pas y avoir de rapport de force. Il ne peut pas y avoir de contradiction. Parce qu'on parle du cœur, on ne parle pas de la tête, et il ne s'agit pas d'avoir raison, mais il s'agit de se sentir en harmonie, en paix avec l'autre. Parce que c'est ça finalement le truc. Et donc, moi, quand j'ai fait ce film, et puis vous avez entendu mon discours, c'est ok, maintenant la difficulté, ça va être de tendre la main à l'autre, pas de le prendre, parce que quand on le prend, on ferme. Voilà. Merci Christophe, je comprends très bien ce que tu dis, que le prémisse à tout dialogue, c'est une intention amoureuse, de rencontre, de réelle reconnaissance de l'autre. Et effectivement, se pose ce problème-là de comment on fait pour se rencontrer à un moment où tout pousse à se séparer. Toutes les informations, que ce soit sur les crènes, les punaises de lit, Gaza, etc., sont faites pour nous séparer. Tout est fait pour nous séparer. Et dans le film, j'ai ce mot en disant pas tout de suite. Il y a une espèce de patience, une espèce de plaidoyer pour la communication non violente, dont je suis moi-même, j'essaye de la vivre au quotidien. Mais je vois que parfois il y a besoin aussi d'électrochocs. Mais ces électrochocs, donc un gros coup de boule bien brutal. Et, donc là, je ne suis pas tout à fait dans l'amour, hein, vous avez compris. Le gros coup de boule bien brutal. Si je me pose la question qui est-ce qui l'a fait, et avec pour moi une certaine efficience, je pense aux masques blancs. Je ne sais pas si vous avez vu passer les masques blancs sur les réseaux sociaux ou dans le vrai monde, mais il y en a à Lyon, il y en a eu à Nantes, il y en a eu à Lille, où il y en a encore, il y en a à Nice, à Marseille, à Montpellier. J'entends pas tout ce que vous dites, mais... Montélimar, le pays du nougat. Et, ouais. Ok, on est à Montélimar.
Donc il y a eu des masques blancs. Et ces masques blancs avaient un discours extrêmement, on pourrait dire violent, vu de l'extérieur. La musique était inquiétante. Mais qu'est-ce qu'ils disaient? Ils essaient pas de convaincre ni rien. La plupart des mises en scène, au départ en tout cas, étaient de redonner ce qui se passait pour de vrai. Juste faire miroir. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les versions musicales, la bande sonore qu'il y avait, c'était la voix d'Olivier Véran, la voix de Jean Castex, ce qui nous était dit en permanence, sûr et efficace, etc. Et scandé comme des espèces de mantras très inquiétants. Par contre, les personnes qui étaient là sont masquées, je parle trop fort, hein, non? Ouais, sont masquées et sont anonymes et ne parlent pas. C'est la même chose quand ils exposent les petits cercueils de toutes les victimes d'effets secondaires, etc. Ils sont masqués, ils ne parlent pas, etc. Comme si, pour donner l'électrochoc, il ne faut pas qu'il y ait une personne. Parce que s'il y a une personne, d'emblée, on va lutter contre cette personne. Il faut que le message arrive de lui-même et poum, vienne faire son œuvre ou pas. Et on a vu les réactions du public ont été au départ extrêmement violentes. Et avec des gens qui venaient agresser les masques blancs presque. Il y a eu dans certaines villes des antifas qui ont pris les banderoles et qui les ont mis dans des poubelles de manière... parce que c'était insupportable. Donc attention, l'électrochoc il est un double tranchant. Si vous donnez un coup de boule, je ne sais pas si vous avez déjà donné un coup de boule à quelqu'un, vous pouvez vous casser le nez, hein, assez facilement même. L'autre vous donne quand même aussi un très gros coup de boule en même temps que vous lui donnez. Donc vous avez intérêt à savoir ce que vous faites et à mesurer la force du coup que vous allez donner. Parce que vous allez vous le reprendre immédiatement en pleine figure. Mais je pense que ça peut être utile, et aujourd'hui, ce qui est le plus utile pour moi dans cet électrochoc entre guillemets des masques blancs, c'est la répétition. Et la répétition dans le banal, incarné du quotidien et de la vraie vie. C'est pas sur les réseaux sociaux qu'ils agissent. C'est pas une vidéo, et ils en font, hein. Mais la vraie action, c'est qu'ils sont devant un centre commercial où les gens passent tous les jours. Et toutes les semaines, les gens ils vont y retourner et ils vont voir les petits cercueils. Toutes les semaines, ils vont faire semblant que ça n'existe pas. Mais de semaine en semaine, ça va faire son travail et son œuvre. Son œuvre lancinante comme une vague le long d'un rocher qui va finir par l'éroder. Et moi je suis très reconnaissant et très admiratif de leur travail. C'est vraiment pas facile hein, d'aller faire ça, se mettre sur les places et le faire dans la vraie vie. Et pourtant, je les ai interviewés il y a quelques jours. Ils sont de plus en plus nombreux à me dire ça y est, les gens s'arrêtent, les gens discutent, les gens disent oui, dans ma famille il y a ça, oui, dans mon travail il y a ça, oui, est-ce que vous savez où est-ce qu'il y a une association, où est-ce que je peux trouver? C'est-à-dire que petit à petit, c'est en train d'ouvrir le dialogue, alors qu'au départ, ça faisait réagir de manière très, très forte. Alors, il y a cette version-là, mais je pense que dans ce cas-là, il vaut mieux le faire anonyme, pas chez vous, pas avec votre famille, etc. Et avec un masque blanc. Et en étant prêt à vous reprendre le coup de boule dans la figure. Avec votre famille, vous ne pouvez pas faire autrement que de les aimer, comme on a dit, et puis de manière inconditionnelle et de les prendre comme ils sont. J'ai vu beaucoup de parents avoir peur pour leurs enfants, par exemple, et dire ils se sont fait vacciner, comment on peut faire pour les aider, tout ça. Vous ne pouvez rien faire. C'est leur chemin, c'est leur vie. J'ai vu des familles dont les enfants étaient devenus médecins ou soignants ou infirmiers, etc. Et la maman ou le papa voulaient expliquer des choses médicales à des gens du corps médical. Aucune chance. Aucune chance. Ça ne peut pas marcher. Peut-être même qu'ils ont fait médecine et infirmerie pour que vous ne puissiez plus jamais rien leur dire sur comment conduire leur vie, leur santé, etc. Donc là, c'est pas par là que vous pouvez passer. Alors par où on peut passer? J'en suis venu à comprendre petit à petit que les gens ne réagissent pas parce que vous leur dites quelque chose de rationnel, de cohérent, qui va les convaincre, et qu'à la fin de la discussion vont dire « Waouh, Louis, grâce à toi j'ai vu la lumière, ma vie a changé, respect maximal, waouh, merci ». Ça m'est pas arrivé, ça m'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais, tant mieux, c'est pas comme ça que ça marche. Vous pouvez juste semer une graine, et cette graine elle pousse si vous le savez, c'est le printemps, si le terrain est fertile. Sinon, elle reste en dormance, ou même elle meurt au soleil ou au vent. Pour qu'elle germe, il faut que le terrain soit prêt à l'accueillir. Comment est-ce qu'on fait pour préparer le terrain? Avant de semer, on prépare le semis. Si vous embrayez directement sur une discussion avec votre beau-frère en disant ouais, t'es qu'un con, t'es fait vacciner avec ces merdes d'ARN, faudrait les refuser, les retoquer, et puis de toute manière, la femme de Macron c'est un homme, etc. Alors qu'il a voté Macron 5 fois, vous êtes sûr que ça ne marchera pas.
il faut préparer le terrain. Préparer le terrain, c'est remonter l'énergie de la personne. Et vous avez peut-être remarqué que les gens ont remonté leur énergie spontanément avec la diminution des mesures totalitaires, de la pression qui nous était imposée, parce qu'ils ont coupé la télé simplement, des choses comme ça. Les gens se sont soustraits au stress permanent dans lequel ils étaient baignés, aux messages anxiogènes. Et ils ont commencé à aller un peu mieux. Ils ont comme repris une bouffée d'air. Et en général, quand ils vous voient arriver à 150 mètres, ils font « Oh putain, il va me parler du vaccin ». Ils ont justement cherché ces 4 dernières années à échapper aux messages anxiogènes. Donc si vous en rajoutez, ils chercheront encore plus à s'échapper, il n'y a aucune chance. C'est pas ça qu'ils viennent chercher avec vous d'abord. Ce qu'ils viennent chercher avec vous, c'est la capacité à remonter l'énergie vitale. Pour être capable de voir des choses qu'ils ne peuvent pas voir quand ils n'ont pas d'énergie. Je vais dire ça encore autrement. Vous ne pouvez affronter les problèmes dans votre vie que si vous avez l'énergie pour les résoudre. Donc la vie vous amène des choses au moment où vous avez la tête hors de l'eau. Vous avez peut-être remarqué que des fois vous mettez la tête hors de l'eau de conneries et il y a un autre truc qui arrive. Bah oui, c'est parce que ça y est, vous êtes prêt pour la nouvelle épreuve. Et que les épreuves ne s'arrêtent jamais. Jusqu'à la mort. Et donc comment on fait pour remonter l'énergie? Bah, c'est très simple. On danse, on chante, on boit un coup, on mange bien, on rigole, on se détend, on fait de l'activité physique où on fait bouger son corps, on court, on va courir avec les copains, on fait de l'aïkido, on va ébourgeonner la vigne, j'en sais rien, ce que vous voulez. On va faire quelque chose qui n'a rien à voir avec le Covid, le totalitarisme, la guerre en Ukraine, la guerre en Israël et en Palestine, les punaises de lit. On fait quelque chose qui n'a rien à voir. Et vous allez voir qu'en faisant cette chose qui n'a rien à voir, ensemble, l'énergie remonte, et là on va parler des vraies choses importantes. Parce que les vraies choses importantes, c'est pas le Covid, c'est pas la guerre en Ukraine, c'est pas vrai, c'est pas important. Les vraies choses importantes, elles sont là. Qu'est-ce que toi tu vis? Comment tu as vécu tout ça? Et il faut que vous imaginiez que pour beaucoup de gens qui ont subi ce qui s'est passé ces 4 dernières années sans rien vouloir voir, ils sont comme restés terrés. Ils sont comme restés terrés à l'intérieur d'eux-mêmes. Avec personne pour les écouter, jamais. Si vous voulez réussir à leur parler, à leur dire quelque chose, il faut commencer par les écouter. Merci, bonjour. En fait, quand je pense à ce film, je pense à la femme. Ce film est très féminin. Aujourd'hui, le 8 mars. C'est chouette, c'est une synchronicité dont on parle. Il y a beaucoup d'hommes interviewés, il n'y a que 2 femmes. Mais en fait, ce film fait ressortir, selon moi, les valeurs de l'écoute, de la sagesse, de la douceur. Moi, je vois que du féminin sacré. Je vois cette nature continuellement de l'eau, si ce n'est pas un symbole féminin. Alors peut-être la solution, elle est juste là. Retrouver le féminin en nous, même pour les femmes, hein, je parle de nous en général, et pour les hommes, bien sûr. Et si on jette un coup d'œil dans cette salle, vous le voyez mieux que moi, je pense qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Toujours comme ça. Quand il faut faire la recherche sur soi, qu'il faut aller écouter les autres, qu'il faut être dans la compassion, il y a toujours plus les femmes. Je suis très contente que ce soit des hommes qui intervenaient, des hommes qui ont fait le film, qu'on voit plein de mecs droit dans leurs bottes et bien dans leur cœur. Et je pense qu'il faut plus de yin, quoi. Plus de femmes, et ça ira beaucoup mieux dans notre monde. Voilà. Merci. Alors, je me méfie des quotas, effectivement. Je me méfie aussi du consensus, comme vous avez pu le remarquer. Bon, vous parliez de yin, mais il y a toujours du yang dans le yin. Enfin, vous connaissez sans doute mieux que moi tout cela, puisque vous l'évoquez. J'estime que ma force, ce sont mes souffrances. J'estime que ma force, c'est la tristesse inhérente à tout ce que j'ai vécu dans ma vie, de ce que je perçois de la misère du monde. Et ça, c'est ma force, et bien au contraire, je ne le vois pas comme étant une faiblesse.
Et donc que transmute ceci en force me rend yang. Voilà. Et c'est pas, à mon sens, c'est une question d'équilibre, comme dans le yin et le yang. C'est pas qu'il y ait du yin plus que machin, non, c'est que ce soit équilibré. C'est ça l'important. Ou que cela tende vers l'équilibre. Et même si vous avez remarqué que dans cet opus, il n'y avait que 2 femmes, tous les hommes que j'ai pu rencontrer, dont cet énergumène, ont une grande féminité en eux, une grande intelligence du cœur, et ce n'est pas que l'apanage des femmes, fort heureusement. Et je connais beaucoup de femmes qui, à l'inverse, ont eu un mimétisme pour le machisme et qui fait froid dans le dos, et qui n'en sont quasiment plus femmes. Donc, merci en tout cas du témoignage, parce que vous l'avez relevé, que il y avait beaucoup la présence de l'eau, il y a beaucoup la présence du vent aussi. Et c'est tout ce message inconscient, tout ce message invisible, même à travers la musique aussi, qui a été particulièrement choisi et déterminé, qui est au-delà du film, qui est au-delà des mots. C'est tout ce que l'on pourrait qualifier en thérapie de paraverbal et de non-verbal. Alors ça a beau être intelligent, ça a beau être spirituel, mais tout ça, ce n'est qu'une partie de ce que j'ai voulu transmettre. Moi, c'est tout, finalement, que j'ai voulu transmettre. C'est ce qui touche vos cœurs, c'est ce qui vous touche au fond de vous, et pas seulement vous dire « Ah ouais, tiens, ça me fait percuter ». Ce que vous allez voir au fil des épisodes, j'incite à dépotentialiser, à nous couper, comme disait Krishnamurti, se libérer du connu et rompre avec soi-même, pour reprendre aussi le titre du docteur Joe Dispenza. Et dans ce que nous traversons actuellement, c'est vraiment ce que je préconise. Et pour paraphraser Einstein, à peu près, hein, on ne résout pas un problème à son niveau de conscience. Et donc, ce à quoi j'invite, c'est de changer de niveau de conscience, passant par... c'est délicat. Voilà, en passant par le cœur. Merci en tout cas. On va essayer de changer de micro, parce que ça fera moins d'interférences. Donc j'avais une dame au fond, et vous également? Ok, oui, alors madame, et puis vous. Oui, bonjour. Moi, la question c'était les enfants, parce qu'aujourd'hui ils sont captés par un système d'éducation qui fait que c'est très difficile d'arriver à leur projeter notre envie, notre conscience, notre... Alors, est-ce qu'il y a des ouvrages, est-ce qu'il y a des pédopsychiatres, est-ce qu'il y a des gens qui, justement, peuvent nous donner des pistes pour apprendre aux enfants et petits-enfants, parce qu'aujourd'hui, quand même, la majorité de la salle, vous êtes acquise, parce que... mais ce sont des personnes qui ont du vécu. Ce sont des personnes qui, comme moi, sont retraitées. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est la jeunesse que l'on voit, ces gamins qui sont fixés devant leur télé, leurs jeux vidéo, et puis les petits-enfants qui sont à l'école et à qui on apprend des choses pour lesquelles nous ne sommes pas du tout d'accord. Donc, est-ce qu'il y a des pistes pour justement mettre ces enfants sur une voie beaucoup plus spirituelle? Oui, plein. C'est une vaste question que vous posez là, hein, qui est autour à la fois de la pédagogie, de l'éducation, de la transmission, de qu'est-ce qu'on arrive à faire passer et qu'est-ce qu'on accepte aussi qui se développe au-delà de nous, parce que l'enfant va amener forcément autre chose, mais tant mieux. Il est à la fois toi et moi, et ni toi ni moi. Et il y a comme
une sorte de confiance pour moi à avoir aussi dans la vie. Je vais prendre un exemple un peu trivial, mais j'ai vu beaucoup de mamans, quand j'étais un jeune papa, dire à leur enfant attention à ça, fais pas ça, attention au couteau. Et le monde entier était dangereux en permanence. Comme si ces mamans voulaient les prémunir, les protéger, les mettre dans un cadre bien sécurisé où l'enfant ne risque jamais de se blesser ou de se faire mal. Et moi, ma vie de parent, ça a été de constater que je ne pourrais pas empêcher que mes enfants souffrent. Mais par contre, je pourrais être là pour les consoler. Et que chaque souffrance qu'ils allaient devoir endurer et traverser allait les rendre plus forts, plus grands, plus beaux, mais qu'ils avaient besoin d'être consolés et accueillis dans cette traversée-là. Est-ce qu'on peut protéger nos enfants de l'école, par exemple? Je ne crois pas. Je pense qu'actuellement, le système est tellement coercitif que si vous essayez d'échapper à ça, vous êtes rattrapé par l'ASE, par je sais pas quoi. Il y a des gens qui perdent la garde de leurs enfants pour maintenant des raisons complètement triviales, y compris parce qu'ils n'ont pas voulu vacciner ou je sais pas quoi. Donc là, on est dans un moment d'extraordinaire crispation du système totalitaire dans lequel on est, et qui veut justement s'en prendre aux enfants, en permanence. Quand vous regardez, c'est à chaque endroit où il y a de l'enfance, de l'ingénuité, de l'innocence, il faut aller salir, casser ça. Je pense qu'une des façons qu'on pourrait avoir d'aider à traverser cette extraordinaire violence, c'est nous-mêmes retrouver une part de notre innocence, de notre enfance, de notre joie, de notre ingénuité, de notre légèreté, d'arriver à jouer dans la contrainte, à danser dans le chaos. Et cette exemplarité-là peut être très inspirante pour les enfants. Parce qu'à mon sens, il n'y a pas d'autre moyen d'enseigner ou de transmettre que l'exemplarité. Vous savez, il y a un adage comme ça en pédagogie, hein. Il n'y a pas une façon d'enseigner, il n'y a pas 50 façons d'enseigner, il y en a qu'une. L'exemple. Faire vous-même ce que vous pensez exemplaire. Et j'en reviens à la question précédente où je n'ai pas répondu à Nadam sur la question du féminin sacré et de ses polarités. Je pense que c'est un énorme enjeu actuellement autour de la jeunesse et de l'enfance. C'est d'arriver à incarner d'être une femme et d'incarner d'être un homme. Tout en acceptant qu'il y a une part féminine chez l'homme, une part masculine chez la femme, mais qu'il y a quelque chose où fondamentalement il y a une polarité, il y a quelque chose de sacré qui n'est pas l'autre. Moi je suis pas ma femme, hein. Et elle n'est pas moi. Et probablement il y a des choses très profondes chez elle comme chez moi qu'on ne comprendra jamais. J'ai été élevé en lisant Christiane Singer, et peut-être vous connaissez La guerre des filles. La guerre des filles et Seuls ceux qui brûlent, qui sont des exemples de féminisme complètement alternatif, qui n'a rien à voir avec le féminisme lesbien de Judith Butler, anglo-saxon, issu de la déconstruction et de la French Theory, qui est actuellement à l'œuvre, hein, où la femme n'est même plus une femme, elle devient une brute épaisse, et à la fin vous avez Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne, quoi. C'est pas l'archétype du féminin sacré, quoi, on pourrait dire. Et inversement, vous avez des hommes qui ne ressemblent plus à des hommes et qui vous expliquent, alors qu'ils sont députés, comme Gabriel Attal, vous dites, bon, c'est pas l'archétype du masculin sacré qui me fait rêver, quoi. Et on s'est posé cette question pendant le Covid, justement. Moi, je me suis dit, mais on nous parle du féminin sacré depuis des années, c'est très intéressant, ça m'a aidé sur beaucoup de plans, mais le masculin sacré a complètement disparu. Où sont les hommes, quoi? Vous savez, la chanson Où sont les femmes, mais là, c'était Où sont les hommes? Et c'était juste avant le Covid et juste avant que je commence à prendre la parole. C'était pendant l'été, je me souviens très bien, on était en vacances avec les enfants et on s'est posé cette question avec mon épouse, c'est quoi le masculin sacré? Et puis on a commencé à essayer d'y répondre ensemble, et puis avec les cousins, avec mes frères et sœurs, avec la famille qui était là. Puis on a vu que c'était pas si facile que ça, de savoir quelles étaient les valeurs, les choses fondamentales qui étaient là. Le courage, la protection, des choses comme ça. Et évidemment, moi je me suis senti visé. Est-ce que j'incarne le masculin sacré? Pas sûr. Je ferme souvent ma gueule avant. Et j'ai commencé à me jeter dans les torrents d'eau glacée avec les enfants, les en sauter en l'air et tout ça, en disant ouais, c'est ça d'être un papa et tout ça. Là. Et j'ai senti effectivement une espèce de force intérieure que j'ai réussi à contacter. Et qu'est-ce qui s'est passé juste après? Je suis rentré au travail et j'ai répondu à une première interview sur le Covid. Rien que le Covid a démarré.